Ce dimanche en F1, la catégorie Rennes revient sur un tracé historique que les plus ignares pensent être un tilcodrome. Charles Leclerc réduit le score face à Ferrari au championnat de qui a fait perdre le plus de points à l'autre. Lewis Hamilton enregistre un record qui sera trop long à énoncer dans cette introduction. Et aucun pilote ne se fait pénaliser en course pour avoir trop dépassé les lignes blanches du jamais vu depuis la saisie de cocaïne dans ma résidence secondaire à Malte. Malgré tout, Mick Schumacher ne sera pas d'accord avec la définition des limites de piste après que son meilleur temps n'a été annulé en Q1, le privant ainsi de Q2. Mais dans une époque où les pilotes ont été formatés pour geindre le plus possible à la radio, pour être sûr que la direction de course entende leur supplice, ce n'est pas une surprise, et même assez révélateur du gros travail que George Russell a abattu après avoir essayé toutes les armes vocales à disposition pour se débarrasser de la véloce Red Bull de Sergio Pérez dans une Mercedes en clair déficit en ligne droite à environ 10 km/h des Red Bull et Ferrari. Mercedes annonçait que le Grand Prix de France serait primordial pour mieux comprendre leurs nouvelles améliorations, et si le rythme n'était clairement pas au rendez-vous face aux deux superpuissances du début de saison, le premier double podium de la saison de l'équipe est un clair indicateur. L'indicateur clair que Ferrari a encore mis les pieds dans le tapis et que Pérez se noie de plus en plus dans la Red Bull et ses améliorations. Grâce à cela, Lewis Hamilton devient le premier pilote à monter sur un podium pour son 300e Grand Prix et seulement le second à monter sur un podium après avoir passé la barre des 300 courses en F1. Qui est l'autre heureux détenteur du record, demanderez-vous? Vous allez rire. C'est un certain Fernando Alonso pas plus tard que la saison précédente. Ce certain Alonso qui ne cesse de rappeler qu'outre sa vitesse naturelle toujours aussi redoutable, il est un pilote plein de ressources et sûrement un des plus créatifs du plateau, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Oui, Ferrari se prend à nouveau les pieds dans le tapis après avoir magistralement maximisé sa qualification en utilisant Carlos Sainz pour donner un coup d'aspiration à Charles Leclerc pour l'aider à enregistrer la 16e pole de sa carrière et devenir le 3e pilote Ferrari avec le plus de pole position derrière Schumacher et Lauda. Pas trop mal. Sainz, quant à lui, ne fut pas tant sacrifié, étant donné qu'il partait assurément du fond de grille après avoir chaussé une nouvelle unité de puissance suite à l'explosion de la précédente en Autriche. Mais la course fut bien moins joyeuse, avec Leclerc qui a perdu le contrôle au bosset alors qu'il était en tête de course, et Sainz qui a reçu des consignes stratégiques qui le perturbaient. Pas seulement parce qu'il n'était pas d'accord, mais aussi parce qu'il était en plein duel roue contre roue face à Pérez, et l'Espagnol démontrait son incapacité à diviser son cerveau entre une lutte hyper importante et dangereuse à plus de 200 km/h et une réflexion stratégique capitale et complexe parce qu'il avait 5 secondes de pénalité à cause d'une sortie de garage trop dangereuse sur Albon. Qu'il est naze ce Carlos. Toute blague mise de côté, je crédite le Twitter au rupteur pour avoir remarqué que Sainz est parti du garage alors que la lumière, lui indiquant s'il pouvait sortir en toute sécurité, était encore rouge et qu'il n'avait littéralement pas le feu vert pour partir. Donc c'est un peu de sa faute. Pour Leclerc, c'est une erreur comme on n'en voit plus depuis des décennies de perdre la voiture en tête de la course sur le sec sans aucun facteur aggravant. Certes, on peut rappeler qu'il a passé 18 tours à dévorer ses pneus arrière en sortie des virages 6, 7 et 8 pour maximiser son accélération afin de se protéger du très rapide Max Verstappen en ligne droite, et certes, on a vu sa voiture glisser régulièrement en virage, ce qui n'est pas très bon pour les pneumatiques non plus. Mais j'espère que vous m'excuserez de ne pas blâmer le facteur pneumatique et de ne pas vous partager ma maigre compréhension de la psychologie d'un gars que je ne connais qu'à travers ma TV, donc il n'y aura pas de « Ah, c'est Ferrari qui lui met la pression » ou de « Ah, c'est Leclerc qui n'a pas les épaules » ou de etc. etc. Parce que, tout comme Tsunoda qui se met dehors avec des pneus froids au Canada, ce n'est rien de plus qu'une erreur d'un pilote qui veut trop en faire et ça arrive en Formule 1. La différence, c'est que Tsunoda c'est pour la 12e place et Leclerc c'est pour la victoire. Avec F1 TV qui nous gratifie de l'aileron arrière de Leclerc pendant 16 de ses 18 tours de course, il faut remonter au vendredi et au samedi pour comprendre son erreur au virage 11. Ce virage du Bosset est un de mes préférés du calendrier, ne serait-ce que pour les caméras embarquées qui en disent très long sur chaque pilote, et avec ce très long droite où l'on considère qu'il y a 2 points de corde, les pilotes peuvent gagner ou perdre beaucoup de temps ici. Comme on l'a vu sur cette chaîne par le passé, Charles et Max ont une méthode de pilotage assez similaire, consistant à garder le volant aussi droit que possible en virage pour optimiser la vitesse de la voiture.
Alors oui, prendre un virage en évitant de tourner les roues, c'est compliqué. Donc pour ce faire, ils vont paradoxalement augmenter leur angle de braquage, mais tourner le volant le moins longtemps possible, et en ce faisant, l'équilibre de la voiture est perturbé et l'arrière est plus instable. Sans grande surprise à mon sens, Max faisait partie de ceux qui excellaient dans cette section, avec des Hamilton, Norris ou Vettel aussi très forts dans ce type de virage, mais un autre pilote excellent dans cette section, c'était Carlos Sainz, qui a une approche très différente des pilotes que je viens de mentionner, parce que Carlos préfère freiner un petit peu plus tard, amener plus de vitesse dans le virage et conserver un angle de braquage moins fort, mais constant. On l'a vu par le passé, c'est une approche qui ne lui réussit pas autant sur des tracés comme Silverstone, mais qui répond à merveille dans le 3e secteur du Paul Ricard, avec 3 virages très longs et assez rapides. Ceci étant dit, mon point de vue, c'est que Leclerc savait que s'il était plus rapide que Verstappen dans cette portion, grâce aux caractéristiques de sa Ferrari qui a plus d'appui, il savait que son voisin de garage parvenait à trouver quelques petits km/h de plus. Et avec Verstappen qui était déjà en train de virtuellement le dépasser avec son undercut, il a tenté de prendre son second point de corde avec plus de vitesse dans une approche Carlos Sainzesque pour essayer d'imiter son coéquipier et arriver avec plus de vitesse dans ce virage. Mais, comme quand Carlos veut faire du Charles, ça ne marche pas très bien, on constate que quand Charles veut faire du Carlos, ça marche pas mieux. Après, c'est bien évidemment une interprétation personnelle de la situation, parce qu'au début, je suspectais non pas que Charles avait jeté sa voiture trop rapidement, mais qu'il avait pris la corde bien trop large, et qu'il avait ensuite roulé sur un bout de ligne blanche, ce qui aurait pu déséquilibrer la voiture, mais vu que c'était assez difficile de voir son train arrière sur les caméras, j'ai du mal à choisir entre les deux hypothèses, même si je suis beaucoup plus convaincu par la première, parce que, par le passé, comme à Imola, Charles, il a démontré plusieurs fois qu'il a tendance à vouloir trop en faire dans les situations où il est un petit peu désespéré. Et c'est dans ces moments-là où il commet ce genre de faute. Le départ de Leclerc et Hamilton était très bon, contrairement à Verstappen qui a un peu patiné. Le pilote Mercedes passait ainsi Pérez et menaçait le leader du championnat, mais ce dernier parvint à conserver la seconde place et à chasser Leclerc. Derrière, un plongeon optimiste de Ocon sur Tsunoda à la chicane nord ruine le prometteur week-end du pilote japonais et offre 5 secondes de pénalité au local de l'épreuve. Sans surprise, Sainz remonte rapidement alors que Pérez ne parvient pas à reprendre la 3e position à Hamilton malgré son avantage Red Bullien. Max, quant à lui, prend son mal en patience dans les 1er et 3e secteurs où la Ferrari est plus à l'aise pour profiter du DRS et de sa vitesse de pointe pour revenir sans jamais pouvoir passer. Faut-il admettre que Leclerc est irréprochable et conserve très bien ses pneumatiques, là où ceux de Max commencent à surchauffer et Red Bull tente alors de le faire rentrer au stand pour chausser des gommes fraîches pour tenter de réduire l'écart. Mais Ferrari ignore cet appel de Red Bull en laissant Leclerc en piste et le néerlandais reprend les 2 secondes de retard qu'il avait sur Leclerc. En réalité, Verstappen reprend bien mieux que les 2 secondes virtuelles qui lui donneraient la tête puisqu'il dépasse Leclerc en piste lorsque ce dernier se met dans le mur. Leclerc anéantit l'intérêt stratégique du Grand Prix puisque tout le monde passe au stand lors de l'intervention de la voiture de sécurité, ruinant aussi la stratégie des Haas et de Zhou Guanyu qui s'étaient arrêtés un peu plus tôt. La lutte de fin de course sera entre Russell et Pérez. Après avoir tenté un plongeon désespéré à la chicane nord, forçant le Mexicain hors de la piste, Russell a compris qu'il ne pouvait pas compter sur sa vitesse de pointe et il doit compter sur un bug électronique à la relance de la voiture de sécurité virtuelle pour habilement compléter le podium. En effet, au lieu d'apparaître 15 secondes avant la fin de la VSC, le message indiquant la reprise de la course est resté bloqué pendant près de 1 minute, conduisant le duo à attaquer bien plus tôt qu'autorisé, et les deux ont dû ralentir pour perdre tout le temps qu'ils avaient gagné. Les pilotes, sur leur volant, ils ont un delta, un décompte, qui indique le temps d'avance ou de retard qu'ils ont sur le temps maximal autorisé. Là où Russell avait pu ralentir suffisamment, Pérez a eu un problème qui ne lui affichait pas du tout ce temps. Donc non seulement il ne savait pas s'il risquait une pénalité, mais en plus il n'a pas pu être averti de la reprise. Il a dû se contenter des drapeaux verts là où Russell a pu réagir plus rapidement et en plus avec un meilleur élan que le Mexicain qui était au ralenti. Mais au final c'est un vrai plaisir de voir Georgie Boy partager un podium avec Hamilton en tant qu'équipier pour la première fois,
et pour la deuxième fois avec Hamilton, après le Grand Prix de qualification de Belgique 2021. Je pense qu'il y a très peu de choses à ajouter sur le cas de Charles Leclerc. On va poursuivre avec Carlos Sainz qui a montré un excellent rythme tout le week-end. Bon, le seul souci c'est qu'il partait du fond de grille, mais voilà, comme ça a été le cas un petit peu en Autriche ou au Canada, il semblait vraiment dans le coup, il avait un très très bon rythme, et une fois n'est pas coutume, il a su être agressif, faire de beaux dépassements, notamment sur Pérez en fin de course, un très beau dépassement à l'extérieur de Signes, et au final, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'être responsable en partie des 5 secondes qu'il a subies pour être sorti de son garage alors que la lumière était encore rouge, ce qui signifiait que la voie des stands n'était pas claire et il a failli avoir un accrochage avec Albon. Et je me demande si ces 5 secondes n'ont pas défini un petit peu son résultat final, puisque évidemment le gros point de discussion autour de Carlos Sainz est autour de son second arrêt au stand. Faut-il rappeler que Carlos partait avec des pneus durs, il avait très certainement l'intention de compléter les 2 tiers de la course avec, mais lorsque Leclerc a provoqué la voiture de sécurité au 18e tour, c'était totalement idiot pour Sainz de continuer avec les pneus durs, il fallait s'arrêter, et évidemment, vu qu'il faut chausser 2 différents types de pneumatiques, eh bien il n'avait pas d'autre choix que de chausser les médiums. Mais avec ces pneus médiums, on a commencé à se poser des questions en fin de course chez Ferrari, parce qu'il commençait déjà pas mal à s'user, notamment son avant droit, et en plus de ça, il avait 5 secondes de pénalité, et il commençait à galérer un petit peu derrière Pérez, qui était encore une fois très rapide en ligne droite. Sainz semblait pas vraiment savoir ce qu'il fallait faire, hésitant un petit peu entre chaque stratégie à la radio. Bon, ensuite Ferrari a commencé à donner ses indications quand il était en roue contre roue, et au moment où il a dépassé Pérez, c'était encore une fois une super manœuvre qui a duré plusieurs virages. Mais ensuite, je commence vraiment à douter de la stratégie Ferrari de l'avoir rappelé au stand, puisqu'on pourrait très bien défendre qu'avec ses pneus médiums, il n'aurait jamais pu compléter la dizaine de tours restants, tout en creusant les 5 secondes supplémentaires, et avec Russell et Perez qui étaient collés l'un à l'autre, eh bien il aurait subi 5 secondes et quand même terminé 5e avec des pneus détruits. Et en réalité, pour moi, en fait, ça traduit plus un problème de mentalité chez Ferrari, une mentalité de course généralisée peut-être, qui servira très certainement de titre putaclic, qui est cette mentalité un petit peu de perdant qu'on a chez Ferrari. C'est-à-dire qu'on a une voiture de gagnant avec une mentalité de perdant où on se dit « Ah là là, ça va peut-être mal se passer, on va essayer de minimiser les dégâts ». Et j'ai l'impression que c'est une constante depuis le début de saison à de nombreuses reprises. On n'essaye pas de se dire « Il y a moyen d'aller jusqu'au bout, Carlos c'est un bon, il va pouvoir le faire, il va pouvoir tenir ». Et puis en plus de ça, Perez et Russell, ils vont se battre très certainement. Russell était un petit peu plus rapide, ils vont perdre du temps, peut-être même qu'ils vont se percuter un petit peu, et on va pouvoir gratter les 5 secondes, il y a moyen d'aller jusqu'au bout. En plus, dans le peloton, il y avait aussi Gasly qui était sur la même stratégie avec des pneus médiums et ça semblait aller aussi pour lui. Donc je me dis, en un sens, la seule chose qu'il y avait vraiment à perdre avec l'écart qu'avait Alonso, c'était d'avoir une crevaison et d'avoir un second abandon. Et honnêtement, est-ce que, vu le contexte, ça aurait été si grave que ça? J'ai envie de dire, Ferrari, ils sont même plus à 10 points près tellement qu'ils en ont perdu cette année. Et j'ai envie un petit peu de le mettre en contraste avec, par exemple, Mercedes, qui n'a, depuis le début de saison, clairement pas une voiture pour jouer la gagne et qui est constamment très très proche des pilotes Ferrari au championnat pilote et des Ferrari au championnat constructeur, et une équipe Mercedes qui se contente d'enchaîner des podiums alors qu'à la régulière ils sont 5 et 6. Pourquoi, me demande-je, ai-je l'impression que le monde de la Formule 1 a plus confiance à l'idée de voir une victoire prochaine d'un pilote Mercedes que de concevoir une victoire Ferrari. Pour moi, ça trahit aussi quelque chose d'assez sérieux dans la perception qu'on a de l'écurie Ferrari. En face, chez Red Bull, eh bien, ils étaient très très contents de récupérer une victoire comme ça. Verstappen n'a pas fait de truc débile en fin de course pour essayer de récupérer un meilleur tour. Il s'est dit, c'est déjà très bien que j'ai ma première place, et puis il a ramené la voiture au drapeau à damier et a gagné la course. Et le problème, c'est que dans le contexte, Ferrari ne peut pas s'empêcher de décevoir parce que ils ont une voiture qui est factuellement la meilleure voiture avec la Red Bull, qui tous les week-ends peut potentiellement jouer la victoire. Comment ne pas attendre d'une telle équipe
qu'on puisse jouer ne serait-ce que la victoire tous les week-ends et même un championnat. Pour moi, chez Ferrari, on a une voiture de gagnant avec une mentalité de perdant, alors que chez Mercedes, en comparaison, on a une voiture de perdant, mais on a une mentalité de gagnant. Lewis Hamilton, qui termine donc deuxième, prend le meilleur résultat de Mercedes cette saison. C'est dire, il a été plutôt excellent ce week-end. De toute façon, le Ricard, ça a toujours été un de ces circuits sur lequel il excellait le plus. Il a pris un excellent départ, passant Sergio Pérez, réussissant à le tenir à distance. Ensuite, il n'y a pas eu grand-chose pour lui. Un petit peu à la relance de la voiture de sécurité, il n'y avait pas vraiment d'espoir pour aller chercher Verstappen, mais il est là pour prendre le résultat, tout comme Georgie Boy. Un petit peu décevant Georgie Boy sur la qualification, puisqu'il a été battu par la McLaren de Norris. Il était un petit peu loin de Hamilton, environ 35 centièmes, mais il s'est très vite rattrapé au départ pour passer Norris au premier tour et quelques tours plus tard pour passer Alonso, et en fin de course, comme on l'a vu, pour dépasser Sergio Pérez. Et comme si les week-ends de Leclerc et de Verstappen se reflétaient toutes les semaines, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus sur le week-end parfait jusqu'au crash de Leclerc, et il n'y a pas grand-chose à dire sur le week-end de Verstappen, qui a été là et qui gagne la course, finalement pas mal aidé par Leclerc en personne. On sentait un petit peu de frustration, j'avais l'impression, le vendredi sur Maximus, qui s'acharnait à faire ses runs en pneus soft, alors qu'habituellement, chez Red Bull, on est plus du genre à bien préparer la course, mais Max semblait vraiment vouloir, personnellement, continuer à faire des tours avec les pneus tendres, donc préparer la qualification, peut-être agacé à l'idée de continuer à partir de la première ligne, mais du mauvais côté de la première ligne. Il n'a pas réussi à faire la pole position, au final il a fait ce qu'il fallait pendant la course pour mettre la pression sur Leclerc et récupérer la victoire. Pour ce qui est de Checo, j'ai beaucoup de mal à expliquer ça. Parce qu'en soi, il termine 4ème, ce qui n'est pas un mauvais résultat fondamentalement pour une Red Bull, mais derrière deux Mercedes, ce qui change un petit peu la donne. Et surtout, il a été très loin de Verstappen tout le week-end, et en course, c'était pas bien mieux, il n'a pas réussi à tenir le rythme, et même pire que cela, il n'a pas réussi à résister aux Mercedes. Autant pour Russell, on peut l'excuser, parce que comme je le disais plus tôt, il y a eu ces problèmes électroniques qui sont de la responsabilité de, je sais pas si c'est la FIA, si c'est les équipes, j'en sais même pas plus comment que ça marche, mais quoi qu'il en soit, il était quand même sous la pression d'une Mercedes qui va 10 km/h moins vite en ligne droite, il a pas réussi à repasser Hamilton après le départ, c'est clairement pas le genre de prestation qu'on attend de sa part. Mais il a pris l'habitude de ne pas nous décevoir autrement que par sa malchance, c'est Nando Alonso qui a été aussi irréprochable ce week-end, si ce n'est encore une fois en Q3 une petite erreur qui lui coûte peut-être une meilleure position sur la grille, mais il s'est vite rattrapé au départ en passant Russell et Norris. Bon, Russell l'a évidemment passé un petit peu plus tard, mais ensuite il a passé tout son Grand Prix à mener le reste du peloton et même à jouer en étant particulièrement taquin avec le rythme pour un petit peu essayer de faire un petit peu le yo-yo. Il laissait Norris et le reste du paquet un petit peu le rattraper dans certaines portions. Et lorsque son équipe lui a dit attention, on commence à te rattraper, il disait ah non, mais j'ai envie qu'ils me rattrapent. J'ai envie qu'ils détruisent leurs pneus. C'est un vicieux ce mec, c'est un monstre. Et aussi une parfaite gestion des leaders. Je trouve même presque que c'est du sarcasme parfaitement assumé de Alonso de ne jamais chercher à combattre les Ferrari, Red Bull ou Mercedes, parce que là, toute la course, il a même pas cherché à les chasser. C'est comme s'il était en tête de course et qu'il cherchait même pas à s'envoler, qui faisait sa course et qui laissait les autres se détruire. Et là, c'était exactement ce qu'il a fait et n'a pas perdu de temps bêtement, même a très bien su justement se faire dépasser par les Russell et Sainz quand ils remontaient. Quant à Ocon, c'est vraiment beaucoup plus brouillon, puisqu'il n'était déjà pas en confiance dans la voiture, expliquant dès le début du week-end qu'il avait l'impression qu'il y avait un truc qui allait pas. Est-ce que ça refait un syndrome comme l'an dernier? On n'a rien trouvé dans la voiture, mais il avait l'impression que la voiture était totalement imprévisible, changeait son comportement d'une manière assez imprévisible. Il était à pratiquement une demi-seconde de Alonso en qualification, a été éliminé en Q2. Au départ, il y a eu un petit peu cette manœuvre pas très joyeuse
joyeuse sur Tsunoda. J'ai l'impression qu'il y a un problème à la chicane nord là-bas. Alors c'est un virage assez dégueulasse pour dépasser, on ne va pas se mentir, mais on a vu des trucs tout aussi horribles en Formule 2 ce week-end, et en F1 ça n'a pas été beaucoup mieux. Donc Ocon qui a clairement tenté un dépassement, mais avec beaucoup trop de vitesse, il a pas réussi à prendre le virage et à percuter Tsunoda. Il a subi 5 secondes de pénalité, a dû dépasser Ricciardo 2 fois pendant la course, une fois pendant son premier relais et une fois dans le second après que Ricciardo l'ait dépassé quand il purgeait ses 5 secondes. Je pense que au final son résultat est assez bon malgré tout, il a démontré de bonnes choses pendant la course, mais à la vue du contexte, il y avait clairement une McLaren en plus à aller chercher, je pense. Et en parlant de McLaren, je pense que Lando Norris, lui, continue de ne laisser aucune miette sur la table. Très très bon en qualif, j'ai envie de dire, voilà, il s'intercale entre les McLaren, c'est toujours un petit peu lui qui va chercher la qualification surprise, et pourtant en termes de rythme global, on sent que la McLaren est un petit peu en retrait, même s'il y avait des améliorations qui étaient assez intéressantes ce week-end. Pour ce qui est de la course de Lando, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il s'est fait passer par Alonso dans le premier tour et par Russell, par Sainz pendant le Grand Prix, mais voilà, il est resté à sa position. Daniel Ricciardo, c'est idem, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'action dans sa course, mais malgré tout, il continue d'être un petit peu loin de Lando. Là, il était dans un de ses bons week-ends, dans ceux où il est qu'à 2-3 dixièmes. Espérons qu'il va pas continuer à alterner, parce que là, au prochain week-end, on va en Hongrie. Je sais pas si ça va être un week-end où il va un petit peu galérer, parce que la France, l'an dernier, c'était un des tracés qui lui avait un petit peu le mieux réussi. Lance Stroll poursuit sa série de sorties en Q1, même si pour cette fois on peut lui trouver un semblant d'excuse parce qu'il s'est pris du trafic dans son dernier tour. Mais comme à chaque fois, j'ai bien l'impression que ce sont ses départs qui lui sauvent ses grands prix, puisqu'il a su prendre 5-6 positions au premier tour, dont un dépassement assez corsé sur Sébastien Vettel. J'ai l'impression que ça aurait pu mal finir encore une fois, mais entre nous, je pense que Vettel a pris l'habitude à force, il sait que son équipier dans les premiers tours, il a pas peur de prendre le risque de se crasher, donc il a appris à laisser un petit peu plus de place, j'imagine en tout cas. Je comprends pas, je crois que la dernière fois que j'ai vu deux équipiers se la donner autant en piste, c'était Rosberg et Hamilton, mais eux ils jouaient le titre. Quoi qu'il y avait Perez et Ocon, mais eux ils jouaient les points à la rigueur, les Aston Martin... Elle joue la 12e place habituellement. Bon, là il y a eu 2-3 abandons devant, donc ça les a aidés, mais c'est pas la grande joie honnêtement. Il sauve quand même un petit point dans l'histoire, Vettel termine juste derrière. Vettel a été un petit peu plus mal servi, avec un premier tour moins efficace que celui de son coéquipier, avec malgré tout un bon rythme dans l'ensemble du week-end, mais il n'a pas réussi à reprendre la position sur Stroll, et en plus de cela, il y a eu la safety car qui s'est retournée un petit peu contre lui, puisqu'il n'a pas pu s'arrêter en même temps que son coéquipier. Aston Martin, il me semble, ont pas voulu faire de double arrêt, du coup Stroll s'est arrêté au 18e, Vettel s'est arrêté le tour d'après. Dans l'histoire, il a perdu une position face à Albon et Gasly. Il les a repassés en piste un petit peu plus tard. Et dans le dernier tour, dans le dernier virage, ça a failli mal finir entre les deux. Mais bon, que voulez-vous, c'est la course et ce sont deux équipiers prêts à s'entretuer pour une P10. Parlais-je d'Alexander Albon qui a une nouvelle fois passé en Q2 d'une manière un petit peu désespérée. Il a eu un bon début de course, a réussi à remonter jusqu'en 11e place après la voiture de sécurité, mais il semble assez clair que la Williams reste très loin du rythme des autres équipes et a fini par perdre naturellement du terrain sur les autres. Quant à Nicolas Latifi, bien, il a eu les améliorations enfin ce week-end à voiture égale avec Albon, et puis ce week-end il a pu constater à quel point ces améliorations rendent la voiture particulièrement pénible à piloter. Il a beaucoup souffert en essai libre et en qualification. Son meilleur tour de Q1 est particulièrement brouillon. Sa course... elle a existé et puis il a réussi à passer Magnussen en début de course. Un peu plus tard, c'est Magnussen qui l'a repassé. Il a tenté de défendre avec beaucoup trop d'optimisme au premier virage et les deux se sont accrochés. Chez AlphaTauri, j'ai l'impression que les week-ends se suivent et se ressemblent presque, puisque l'écurie galère. On a eu Tsunoda et Gasly qui ont rencontré des problèmes similaires ce week-end. C'est assez marrant parce que le vendredi, Tsunoda n'arrivait pas du tout à faire avancer la voiture et Gasly était plutôt à son aise. Et le samedi, ça a été tout le contraire avec Tsunoda qui était à son aise et Gasly qui n'arrivait plus à faire marcher la voiture. C'est assez incroyable. Pour ce qui est de Gasly, il a été éliminé dès la Q1 pour quelques petits millièmes, parti peut-être un petit peu trop tôt dans la Q1 alors que les temps s'amélioraient.
Il a commencé la course avec les pneus durs et la voiture de sécurité a gâché sa stratégie comme à l'instar de Sainz, puisqu'il voulait clairement compléter les 2/3 de la course avec ses pneus durs et il a dû s'arrêter très tôt pour mettre les pneus médiums. Il a réussi à aller jusqu'au bout avec, mais il a gâché une partie de sa course puisque peut-être aurait-il pu aller rattraper les Aston Martin, mais il a eu une petite erreur en tentant de dépasser Alexander Albon avec un dive bomb totalement raté à la chicane nord, qui lui a coûté 3 positions puisque Bottas et Albon sont passés juste derrière. Pour ce qui est de Yuki, très difficile à dire si ce n'est que il a fait une bonne qualification et je pense pas qu'il ait pu faire grand chose pour pouvoir éviter l'incident du départ quand Ocon a un petit peu mal jugé son point de freinage. Pour continuer à descendre l'ordre, on a Valtteri Bottas qui a eu un week-end tout à fait cauchemardesque. Son temps de la Q2 est plus lent que celui de la Q1, c'est dire à quel point il y a un truc qui va pas dans cette machine et je ne pense pas que ce soit que le pilote entre nous. Ça démontre juste qu'il était très loin d'avoir maximisé son potentiel, mais comme on l'a vu depuis quelques grands prix maintenant, même une bonne moitié de la saison, l'Alfa Romeo est en claire perte de performance. Valtteri a commencé donc avec les pneus durs, à l'instar de Gasly et Sainz. Il s'est arrêté lors de la voiture de sécurité, mais pour remettre des pneus durs, ce qui l'a forcé à être le seul pilote à faire volontairement 2 arrêts dans la course, et ça n'a pas marché du tout. Pour ce qui est de Zhou Guanyu, j'ai l'impression que c'est un retour à la case départ avec des qualifications médiocres, une course qui était ma foi décente, mais un peu bloquée dans le peloton, et qui a été de toute façon ternie par une collision avec Schumacher. Il était à l'intérieur du bosset pendant que Schumacher tentait de le doubler à l'extérieur, et sa course s'est terminée par une énième panne moteur. Je pense qu'il va finir par détester Ferrari. Et pour conclure avec les As, donc Schumacher, sa course a été pas mal gâchée par l'accrochage avec Zhou, mais il faut savoir que ça a déjà très mal commencé puisque une mini erreur de jugement lui a coûté son chrono en Q1, donc sa place en Q2, il a dû partir un petit peu du fond de grille. Pendant la course, sa stratégie a été ruinée par la safety car puisqu'il avait décidé de s'arrêter en tout début de course, au 9e tour, pour chausser des pneus médiums. Il était donc sur une stratégie à 2 arrêts, et lorsque la safety car est arrivée, donc on est 9 tours plus tard, il a basculé sur les pneus durs, mais avait donc perdu 5 bonnes positions à ce moment-là, et ensuite il a eu du coup cet accrochage avec Zhou qui a terminé sa course, même s'il voit le drapeau à damier. Et pour ce qui est de Kevin Magnussen, je pense qu'on était sur un très bon week-end pour lui. Passé en Q3, il allait partir du fond de grille pour les mêmes raisons que Sainz. Il a pris un excellent départ, mais il s'est retrouvé 12e à la fin du 2e tour. Il a pris 8 positions en 2 tours. Il s'est arrêté comme Schumacher au 8e tour, enfin un tour avant du coup, pour chausser les pneus durs. Et il a dû s'arrêter 10 tours plus tard, ce qui a un petit peu compromis sa stratégie. Mais sa course s'est terminée contre Nicolas Latifi, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt. C'est de l'incident de course. C'est toujours un petit peu la loose de se faire éliminer par Nicolas Latifi quand t'es en roue contre lui. Mais bon, c'est la Formule 1, des fois c'est pas juste. Et j'achève cette émission podcast en vous remerciant de votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur Air Blabla. N'hésitez pas à revenir plus tard pour plus de vidéos qui n'auront peut-être rien à voir avec le Grand Prix de France, très certainement d'ailleurs. On se fait des gros bisous, à bientôt sur Snapchat. Merci YouTube, merci le podcast, merci le Castelet.